région. Et donc ici, on va encore décaler un peu, on va nourrir notre regard sur la question d'une vie normale. Et on va essayer d'approfondir encore là ou l'autre aspect, mais ça, nous aurons un peu le regard donc de Laura et la surprise de voir ce qu'elle va pouvoir nous proposer aussi. Parce que voilà, il n'y a pas une commande directe de quelque chose. Si tu parles au micro, c'est enregistré dans la vidéo. C'est mieux. Je ne sais pas si j'ai envie d'être enregistrée. Moi, on aura le son avec l'image. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, on va continuer un peu notre réflexion. D'abord en écoutant Laura, et puis alors par petits groupes, vous aurez l'occasion d'échanger. Et puis on reviendra alors en grand groupe pour continuer les échanges avec les questions que vous aurez posées. Et ça, on reviendra sur la méthode à faire à ce moment-là. Je vais rappeler également les balises. Alors, ils ont fait une belle affiche sur le côté, à part Madeleine peut-être, mais tout le monde connaît un peu la façon dont on travaille au CEFOC. C'est, on parle en jeu, on ne dit pas ce qu'on a vu nécessairement dans le journal au matin ou bien ce que les voisins pensent, mais c'est ce que vous pensez, quel est votre regard, vous, sur la question. Donc, c'est ça qui est important pour le travail en éducation permanente. Bon, le respect, c'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose, même si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire que ce que la personne a dit était idiot ou que la personne n'a pas sa place. Donc le respect et le non-jugement, voilà. Bon, on écoute, mais vous êtes tous des grands et des gens très polis, donc je n'ai pas de souci avec ça. Alors la main participe, je ne sais pas très bien ce qu'elles ont voulu mettre derrière ça. Peut-être le fait qu'au moment où on devra faire les échanges en grand groupe, ce sera peut-être intéressant de lever la main si vous avez une réflexion ou quelque chose, je pense que c'est ça. Et le joker, ça veut dire que notamment dans les petits groupes, vous n'êtes pas obligé, on n'est jamais obligé de parler ou de dire quelque chose, peut-être parce que ça nous dérange ou qu'on est trop pris par une émotion. Est-ce qu'il reste une chaise pour... Oui, ah ça va, ok. Et donc on a toujours droit au joker, et je rappelle également qu'on met toujours des limites à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous obliger à raconter votre vie dans les détails parce que voilà, le but il n'est pas là. Mais c'est que chacun puisse dire ce qu'il a à dire dans les limites de ce qu'il a envie de dire et dans le respect et l'écoute des autres. Ça va ? Je rappelle également, mais ça, Vanessa l'a déjà fait, donc tous les apports extérieurs aujourd'hui ou à d'autres moments, parce qu'on va encore compléter dans d'autres journées cette réflexion-là, sont des regards situés, même si ce sont des experts. Donc vous êtes des experts du vécu, et nous avons des experts plus dans une branche où Laura, elle est philosophique. Voilà, un regard plus philosophique qui vient compléter le regard du vécu. Mais donc, chaque fois, on a cette valeur-là du regard de chacun. Et donc, on peut ne pas être en accord avec, mais ça, Vanessa l'a déjà rappelé, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir entendre. On entend parfois dans les groupes, oui, j'ai entendu des choses différentes. Je ne suis pas spécialement d'accord, mais ça me fait réfléchir et ça me fait parfois peut-être un peu bouger. Et donc, tout à l'heure, quand on fera des 5-5, il y aura des questions qui vont revenir, puis on aura un échange, mais on ne saura peut-être pas prendre toutes les questions. Donc, il y aura peut-être des frustrations de quelque chose. Il y aura une pause, en tout cas, après votre petit atelier par 5. Donc, si vous avez l'occasion de parler peut-être avec Laura ou quoi, ben, voilà, c'est peut-être l'occasion, mais ça ne durera que 10 minutes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans une démarche encore d'entendre quelqu'un? Un éclairage différent, plus philosophique, donc peut-être, on verra bien. Enfin, je ne vais pas dire moins sur le terrain, parce qu'on a eu avec des choses, mais c'est peut-être bien aussi sur le terrain, mais plus philosophique. Et voilà, donc je laisse la parole à Isabelle pour la suite. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Laura Rizzerio, qui est professeure de philosophie à l'Université de Namur. Elle est aussi chroniqueuse pour la Libre Belgique. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire certaines de ses interventions en période de confinement sur des questions tout à fait d'actualité, puisqu'elle a proposé des prises de recul, un regard critique, entre autres, sur les questions de vulnérabilité, sur le sujet de la liberté, les vacances, le rapport aux règles, ou encore le rapport à la vérité. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, elle va donc nous proposer un regard philosophique pour questionner ce qu'est une norme,
ce que c'est que la normalité. Et donc, je lui cède la parole. Voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'invitation qui m'honore. Et j'ai souvent entendu parler du CEFOC. Et voilà que j'ai l'occasion de vous rencontrer, peut-être dans une deuxième vie ou quand j'aurai moins d'engagement professionnel. Je participerai même à un atelier de vos rencontres parce que voilà, je pense que le travail que vous faites est un travail important. Et je vais essayer de me situer aujourd'hui dans ce travail en essayant de répondre avec vous à la question « Qu'est-ce qu'une vie normale ?» Mais je vous dis déjà, mon approche est vraiment philosophique. Je crois que c'est important que chacun fasse ce pourquoi on m'a appelé en tant que philosophe. Et donc, je n'ai pas très envie de vous faire du bavardage. Alors, peut-être que vous considérez que ce que je fais, c'est du bavardage, mais en principe, je ne voudrais pas. Et donc, voilà, c'est peut-être par moments un peu difficile. J'espère que non. Je vais essayer de simplifier, mais je veux questionner vraiment cette problématique de la vie normale. Et qu'est-ce que la normalité? Et donc, prendre recul, effectivement, tout en tenant compte du vécu de chacun, tout en tenant compte du vécu qui est le nôtre, qui est celui d'être encore masqué en pandémie, déjà en présentiel, heureusement, mais aussi avec un distanciel, hein, toujours entre les deux. Et donc, je tiendrai compte de tout cela, mais je vais essayer de nous aider, ensemble avec vous, parce que je fais ce travail pour moi, et ce que je dis vient vraiment de moi. Essayer de prendre les distances et essayer de peut-être être un peu bousculé dans notre manière de penser la normalité. Donc, voilà, je vais commencer et je vais reprendre pour mon propos les 3 points qui me semblent sont les 3 points qui vous tiennent souvent à cœur. C'est la méthode du père Joseph Cardaigne, donc voir, juger, agir. Et donc, mes 3 points vont suivre ces 3 points de la méthode. Les constats, voir où sommes-nous aujourd'hui après la pandémie. Et là, je vais faire référence à ce que vous avez fait en atelier. Peut-être vous bousculer un peu déjà sur cela. Je ne fais pas ça parce que je suis critique par rapport au travail que vous avez fait, mais c'est pour nous mettre en question par rapport à ce que nous pensons comme normalité. Juger, donc qu'est-ce qu'une vie normale? Et là, ça sera la partie la plus longue et la plus philosophique. Et puis agir, c'est-à-dire à partir de cela, qu'est-ce que pouvons-nous faire aujourd'hui? Que signifie-t-il pour nous aujourd'hui un retour à la normalité? Donc, essayer de reprendre la question, mais après avoir fait un parcours que peut-être va nous faire penser à la normalité autrement que comme nous la pensions en commençant notre entretien aujourd'hui. Alors, j'ai lu ce que vous avez proposé dans les ateliers et donc j'étais assez questionnée par ce que vous avez dit parce que j'ai trouvé que vos réponses mettaient en évidence une certaine complexité. Et donc, pour les dire d'une façon rapide et peut-être un peu pour vous mettre un peu en question, vos travaux, notamment lorsque vous avez dit ce qui ne vous semble pas normal, a été celui d'opposer d'une certaine manière une normalité à une autre normalité. Alors, si la pandémie nous a obligés à être, par exemple, masqués en distanciation sociale, en solitude, etc., vous avez réagi. Je ne donne pas de jugement à ces stades-ci, mais je constate, hein, c'est le moment du voir, constatons, vous avez réagi en proposant une autre normalité. Ce n'est pas normal d'être séparés. Et vous avez donc dit, ce n'est pas normal d'être privé de nos libertés, ce n'est pas normal d'être, je ne sais plus exactement, mais donc c'est comme si vous aviez rejeté une certaine normalité qui nous était imposée pour remplacer cette, entre guillemets, normalité par une autre
normalité par ce qui vous semblait plus normal. C'est plus normal de se rencontrer de visu que d'être séparés. C'est plus normal de porter secours aux personnes qui en ont besoin que de garder la distanciation sociale. Et disons, on pourrait passer tout le temps à ces constats, mais je crois que vous l'avez fait vous-même déjà. Je pense que je vais aller plus loin et ne pas trop m'arrêter sur ce que vous avez déjà constaté. Mais disons, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, vous aviez constaté d'une anormalité, en opposant à cette anormalité, une autre forme de normalité. Alors, le problème, c'est que cette réponse que vous donnez, ce constat, donc dans ces constats, on pourrait se demander pourquoi ce que vous proposez, ce que vous avez proposé là, serait une normalité supérieure ou meilleure ou plus souhaitable que ce qui nous est imposé. Au fond, si on nous a demandé de mettre des masques et de vivre la distanciation sociale, etc., ce n'est pas tellement parce qu'il y a eu comme une sorte de coup d'État des gens méchants que soudainement on dit c'est comme ça que vous devez vivre, mais bon, il y avait quand même des raisons sanitaires que nous pouvons mettre en question, mais je veux dire, il y a eu plus de 25 000 morts en Belgique. Alors, ce n'était pas une attitude, donc l'imposition de quelque chose d'autoritaire, c'était une forme de normalité étant donné l'urgence ou la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvions. Mais vous avez constaté que cette normalité vous a été étroite pour vous et vous avez réagi et proposé d'autres normes aux normes qui vous étiez imposées. Voilà, j'y suis. Donc, on pourrait continuer. Donc, donc, vous aviez cité, voilà, j'ai noté ici, par exemple, à propos de la liberté. La liberté est proposée comme, donc l'absence de liberté est considérée comme anormale. Donc, qu'est-ce qui est normal? Là derrière, ça serait une liberté posée comme une sorte de norme absolue qui doit être respectée à tout prix. Alors, on pourrait dire pourquoi. On pourrait dire pourquoi cette liberté, qu'est-ce que cette liberté, pourquoi elle est supérieure à d'autres formes de contraintes. Alors, je répète, je ne juge pas, je suis juste en train de faire un constat. Et ce que je vais vous dire, en fait, c'est que la situation, au s'interroger, au dire cela est normal, est la chose la plus courante que nous pouvons adopter dans notre langage, et à la fois la chose la plus complexe que nous pouvons dire, parce que dire cela est normal est loin d'être anodin, est loin d'être quelque chose d'évident. Alors que, faites attention peut-être demain, quand vous êtes dans votre quotidien, à combien de fois dans votre tête vous vous dites c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. On le dit tout le temps. Et ce n'est pas aussi banal que cette façon de dire c'est normal. Donc c'est une forme de politesse. Quand quelqu'un vous remercie parce que vous avez fait quelque chose de bien à son égard, vous dites non, c'est normal. Donc c'est vraiment les termes que nous avons le plus souvent sur la bouche, et ce terme est loin d'être un terme banal. Donc dire qu'est-ce qu'une vie normale, ou dire bêtement revenons à la normalité, c'est dire quelque chose qui s'enracine dans des profondeurs qui ne sont pas du tout banales. Et donc, c'est ça que je veux mettre en évidence. Et il me semble que ce que vous avez fait comme travail est exceptionnel, est vraiment très intéressant. Et ce qui ressort, c'est justement ce caractère complexe de ce qui est normal. Et disons
que ce qui est beau, et je vais le souligner tout à la fin de mon exposé, c'est que à l'intérieur de ce que vous avez fait, il existe comme des positions qui pourraient même être considérées comme contrastantes, hein, donc entre deux formes différentes de liberté, par exemple, de manière de concevoir la liberté. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce que vous avez proposé montre que face à ce qu'on pourrait dire la normalité, vous vous êtes questionné et vous avez fait ressortir à la fois un désir de normalité et une sorte de prise de distance ou entre guillemets de révolte vis-à-vis d'une normalité. Donc à la fois désir de normalité et opposition à la normalité. Et donc c'est cette complexité-là que je vais essayer d'illustrer dans la deuxième partie de mon propos, qui est le propos jugé. Parce que c'est à partir de l'illustration de cette complexité que peut-être nous pouvons mieux comprendre ce que normal veut dire et donc ressortir aujourd'hui en nous disant, finalement, demain, quand je vais dire je vais retourner à la vie normale, c'est peut-être plus la même chose que je vais penser pour moi et pour mes proches. Et donc nous déstabiliser par rapport à une sorte de image préconstituée, aux formes préconstituées de normalité, qui serait la normalité, qu'on imposerait à nous-mêmes et aux autres, au même titre, en réagissant peut-être au même titre à la normalité qui nous est imposée par d'autres et que nous ne souhaitons pas. Donc voilà, ça c'est le propos que je vais illustrer. J'espère que jusque-là, ça va. Alors, pour vous donc passer à la deuxième partie, qui est la partie jugée, qui sera, je vous répète, la plus longue et peut-être la plus compliquée, parce que c'est la plus philosophique, je vais m'appuyer sur les propos de ce philosophe, Guillaume Leblanc, que peut-être vous avez déjà croisé dans vos parcours. Il s'est énormément occupé de vulnérabilité, de vie précaire. Il a écrit pas mal sur justement les vies minuscules, ces vies un peu déstabilisées, enfin peut-être le terreau avec lequel vous avez le plus à faire dans vos permanences, dans vos ateliers. Et donc il a écrit en 2007 ce livre qui n'est pas très simple à lire, hein, à vrai dire, donc c'est pas, mais qui est intéressant, qui s'intitule « Les maladies de l'homme normal ». Et lui-même s'inspire de deux philosophes, enfin, un c'est un philosophe qui est aussi un médecin, qui sont Georges Canguilhem, donc deux philosophes contemporains à peu près du même âge, et le grand philosophe peut-être que vous connaissez sûrement, parce que peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est Paul Ricoeur. Donc Georges Canguilhem qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Les normales et les pathologiques », et Paul Ricoeur qui, dans son immense littérature, a consacré un petit livre très dense, à vrai dire, qui porte comme titre « Soi-même comme un autre », dans lequel il livre ce qu'il appelle sa petite éthique. Et au cœur de cette petite éthique, il y a une place pour la norme. Et donc, il se réfère à une forme de normalité. Alors, je ne vais pas vous illustrer les propos de ces deux philosophes, mais ils sont la respiration de ce que Guillaume Leblanc pense. Et c'est ce que je vais vous proposer, c'est la réflexion que Guillaume Leblanc fait sur la normalité, réflexion de laquelle je me suis appropriée, que je vous restitue aussi avec ma propre réflexion. Alors, qu'est-ce qu'une vie normale? La position de Guillaume Leblanc est, il s'interroge sur cette expression « qu'est-ce que l'homme normal ?» Et il est vertement critique vis-à-vis d'une certaine manière de concevoir la normalité, voire la manière de concevoir l'homme normal. Il dit, au fond, que cet homme normal est une abstraction, comme une sorte de pensée de notre esprit, mais qui n'existe pas, un homme normal. Et ça sera le but de mon propos, de vous faire comprendre pourquoi il dit cela.
Alors, dans cette critique de l'homme normal, ce n'est pas pour autant qu'il va proposer une sorte d'idéalisation de l'homme malade, hein, les malades étant l'opposé de l'homme normal, comme si on pourrait penser dans une sorte de pensée romantique, hein, l'homme malade, hein, est l'opposé de l'homme normal, et c'est de l'homme malade qu'il faut se soucier parce que c'est lui qui est celui qui nous représente le plus, comme s'il y avait une sorte d'idéalisation de la maladie par rapport à une normalité qui nous étoufferait. Pas du tout. Donc son propos critique envers la normalité ne penche pas dans la direction d'une exaltation de ce qui pourrait être les pathologiques au sens large. Donc il y a un effort de compréhension de ce que peut être les pathologiques, mais pas du tout une idéalisation du pathologique. Donc nous ne sommes pas dans la critique de la normalité, dans un registre qui verrait dire il faut combattre la normalité pour être sain. Hein, et donc, voilà. Ce que Guillaume Leblanc veut faire, donc, et il n'y a pas non plus une critique de la normalité dans le sens où on pourrait aussi l'entendre, une normalité qui serait, pour le dire dans une expression un peu stéréotype, la normalité des riches contre la normalité des moins riches, donc les nantis contre les pauvres. Ce n'est pas non plus ce type de critique qui est proposé. Hein. Donc, comme s'il y avait deux normalités qui s'opposaient, il fallait choisir une et laisser l'autre. Mais ce que Guillaume Leblanc veut faire, c'est plutôt s'intéresser à comprendre à la fois la souffrance qui est engendrée en chacun à cause de la norme et la raison pour laquelle, malgré cela, l'aspiration à la normalité habite toute vie d'une façon incontournable. Et on vient de le constater. Nous aspirons à la normalité et cette normalité est source de souffrance. Vos constats le disaient. Nous aspirons à la normalité, mais la normalité, aujourd'hui, la normalité d'une crise sanitaire sans précédent est source de souffrance. Et donc, sa critique aussi de l'homme normal se place sous le regard de ce qu'il appelle les subjectivités encombrantes, c'est-à-dire tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont situés à l'extérieur de ces normes qui sont ancrées dans la société. Alors, les livres étant écrits en 2007 ne s'intéressent pas du tout à la situation qui est la nôtre, mais ils parlent plutôt des personnalités, des subjectivités encombrantes comme les migrants, les SDF, les chômeurs. Et c'est à cette population-là qui s'intéresse, mais pas pour, je répète, exalter ou bien comme idéaliser ces figures, mais pour comprendre pourquoi ces subjectivités-là, qui sont exclues de la norme, aspirent tant à s'y intégrer. Qu'est-ce qui fait que, finalement, même ceux qui sont dans la normalité, c'est-à-dire exclus de la norme, finalement, la désirent au plus haut point? Qu'est-ce qui fait qu'on est ainsi? On pourrait dire pourquoi des gens s'endettent pour apparaître, donc pour acheter une TV, une voiture, un GSM, pour se sentir comme les autres, et donc ils s'apeuvrissent pour pouvoir être reconnus aux yeux des autres et être reconnus comme les autres. Pourquoi ce type d'attitude qui est étrange? Pourquoi agir ainsi? Et pourtant, c'est la réalité. Alors, Guillaume Leblanc dit ceci: l'immigré, les malades désirent la norme, mais la société leur oppose une figure de l'homme normal qui ne correspond que partiellement à ces désirs de la norme. Et ceci dans la mesure où l'idée d'un homme normal suppose justement une violence faite à l'égard de ceux qui désirent la norme, mais qui en sont séparés par toute la violence sociale. Il y a ainsi non seulement une exclusion de l'homme malade, de l'immigré, mais il y a, comble du mépris social, un rejet du désir de normalité de l'homme malade et de l'immigré. Donc ça, c'est le plus gros problème qu'il voit, mais en dessous de ce problème, il y a quelque chose de plus profond, c'est que donc, cette souffrance qui est engendrée par la norme, finalement, est une souffrance
qui n'arrivent pas à tarir le désir de se réintégrer dans la normalité. Et c'est ça qui est comme paradoxal. Et c'est ça que je veux essayer de vous illustrer pour essayer de mettre une autre, de changer le regard, de nous faire tourner notre regard, voir sur les côtés ce que normalité veut dire. Alors, constatant cela, Guillaume Leblanc s'interroge et se demande, mais pourquoi cela arrive-t-il? Quel est le sens, finalement, de quelqu'un qui s'appauvrit parce qu'il est exclu dans une société où il semble qu'avoir est la norme, alors que, finalement, si on y réfléchit, ce n'est pas ça qui nous fait subsister. Mais pourquoi quelqu'un qui n'a pas s'appauvrit davantage pour avoir, et donc la norme l'écrase parce qu'il est exclu, parce qu'il n'a pas, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appauvrit davantage parce qu'il veut rentrer dans cette normalité qui l'écrase. Où est la logique? Et alors, la réponse, c'est parce que, et ça va commencer à nous toucher, parce que jusque-là, on pourrait encore se dire que nous ne sommes pas touchés par cette anormalité, du moins partiellement touchés. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, parce que ce désir d'énormalité est en chacun de nous si fort qu'il persiste alors même que la normalité devient source de souffrance et d'exclusion. Donc, la situation de ces gens-là nous révèle que ce désir de normalité nous habite tous d'une manière si forte que nous sommes prêts à souffrir davantage alors que déjà cette normalité nous fait souffrir. Et je pense que ce que vous avez dit dans vos réponses le décrit d'une certaine manière. Donc, la question « qu'est-ce qu'une vie normale ?» révèle ainsi sa complexité. Et il commence à révéler sa complexité davantage. Il faut donc se pencher sur ces paradoxes. Pourquoi nous désirons autant cette normalité? Et sa réponse est la suivante. La normalité désigne la cohésion minimale d'une existence, ce qui lui assure une certaine possibilité de persévérance, et ceci en dépit des souffrances qui sont les siennes. Donc, autrement dit, si nous désirons tellement cette normalité, c'est parce que c'est la normalité, d'une certaine manière, qui désigne la cohésion minimale de notre existence. Et donc, même au prix des souffrances, nous aspirons à cette cohésion minimale, comme si elle était indispensable pour vivre. Et donc, c'est sans doute cela qui nous fait désirer la normalité par-dessous tout, même lorsque cette normalité risque de nous écraser. Mais que signifie-t-il alors normalité? Et Guillaume Leblanc continue en disant « Cependant, la norme admet des écarts. Ce qui s'écarte de la norme n'est par conséquent pas hors norme. » Donc, il va commencer à nous déplacer encore un peu. Nous désirons la normalité, mais attention, il va nous mettre sur la piste que quand nous parlons de normalité, il faut encore que nous comprenions ce que nous voulons dire et que peut-être c'est une autre normalité à laquelle nous aspirons que celle que nous sommes habitués à considérer comme étant la normalité. Et donc là aussi, il faut se laisser déplacer continuellement. Vous verrez que dans les déplacements, il y a la clé de la normalité. Celui qui s'écarte de la norme n'est par conséquent pas hors norme. Il est tout simplement dans une position d'errance à l'égard de la norme. Et cette errance peut conduire à une remise en question de la norme majoritaire par la position d'une norme forcément minoritaire, puisqu'elle est posée dans l'ombre de la grande norme par un sujet minuscule. C'est pour ça que je dis que ce que vous avez écrit et fait dans vos ateliers est super important et intéressant, parce que vous n'avez pas accepté la norme qui vous était imposée comme si elle était normale, au sens figé du terme. Mais vous avez déplacé cette norme, vous vous êtes positionné face à cette norme en la déplaçant, de telle manière à faire surgir d'autres possibilités, mais sans écarter la norme totalement, mais juste en déplaçant la norme pour faire surgir d'autres normes, peut-être plus minoritaires, mais qui avaient la force de déplacer cette norme qui était la norme majoritaire. Et donc,
Je vais continuer. Vous comprendrez encore mieux après en quoi cela est vraiment décisif pour comprendre la normalité. Donc, on pourrait dire que la normalité à laquelle chacun aspire, cette normalité-là dont on vient de parler, n'est pas la normalité figée, standard, à laquelle nous sommes habitués à associer les termes normalité. Mais cette normalité que nous désirons correspond à un concept de normalité qui, dit Guillaume Leblanc, finalement doit être pensé comme pluriel et qui fait que, à la limite, la seule définition possible de normalité est in fine purement subjective. Donc, il n'y a pas une définition de normalité qui serait standard. Et il n'y a pas non plus une normalité qui serait plus normale d'une autre normalité à laquelle nous nous opposerions. Mais nous commençons à comprendre que cette normalité a à faire avec chacun de nous et aussi la responsabilité de chacun de nous. Alors, c'est important de souligner, dire cela, mettre en avant cette subjectivité dans la formulation de la normalité, ne signifie pas tomber dans un relativisme qui est la maladie, si je peux m'exprimer ainsi, de notre temps. Chacun fait ce qu'il veut. L'idée d'une liberté individuelle qui serait, j'ai écrit justement dans le livre contre cette idée, une liberté individuelle qui serait je fais ce que je veux, qui est en fait une conception abstraite de liberté, parce que nous ne sommes jamais indépendants les uns des autres. Et le travail d'aujourd'hui va nous le montrer. Donc, ce n'est pas renoncer à quelque chose qui pourrait aussi nous réunir d'une façon universelle. Mais signifie, donc parce qu'il y a bien des caractères, je ne sais pas, je pense le respect de tout un chacun, le respect que nous nous devons mutuellement, je pense à ça, mais on pourrait trouver d'autres exemples. Tout cela est effectivement, si on peut le prendre comme une norme, est universel. Ce n'est pas qu'on met en question, mais chacun peut traduire ce respect d'une façon qui lui est propre. C'est ça qui veut dire la traduction ou bien une normalité qui finalement a à faire avec la subjectivité. Et Guillaume Leblanc insiste beaucoup parlant de créativité par rapport justement à cette normativité qui nous incombe et à cette normalité que nous désirons tous. Il existe une inventivité du quotidien qui fait craquer les normes existantes, qui les détourne au profit des micro-normes qui ne sont pas nécessairement en rébellion avec les premières, même si elles peuvent finir par l'être. Ces micro-normes qui répondent à des désirs subjectifs, à des formations ces micro-normes, pardon, il y a une erreur, répondent à des désirs subjectifs, à des formations de soi dans le récit des autres. Alors, la pandémie nous a appris cette créativité et donc nous avons su déplacer les normes parfois. Donc à la place de nous révolter et considérant que quand même ce qui nous était imposé était nécessaire pour protéger les personnes les plus vulnérables, nous avons été créatifs dans la manière de déplacer ces normes. Et à la place de nous replier sur nous-mêmes et de nous perdre dans la solitude, nous avons peut-être créé d'autres manières de nous rapporter les uns aux autres. Le premier confinement a été extraordinaire de ce point de vue-là. Après, je trouve que nous avons beaucoup cédé à une sorte d'emprisonnement dans une normalité qui finalement nous a pesés. Et c'est surtout après que peut-être nous avons arrêté d'être dans cette inventivité. Mais au début, nous étions très inventifs puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez soi. Donc, voilà, les gens étaient inventifs pour trouver les systèmes, les moyens. On est devenus tous des joggers, par exemple. Ou bien on a eu beaucoup de chiens qui soudainement se sont présentés à l'horizon des familles, etc. Donc, voilà. Donc, compte tenu de cela, qu'est-ce que peut bien être alors une vie normale ? Alors, je crois que c'est déjà assez évident qu'une vie normale n'est pas une vie préconstituée. On ne peut pas
aller comme on va dans un magasin bien connu, Ikea, acheter un meuble en kit, et puis on le construit, et c'est ça une vie normale. On commence à comprendre que justement la complexité de la question « qu'est-ce qu'une vie normale ?», c'est qu'à cette question, il n'y a pas une réponse, il y en a peut-être 1000, et pourtant cette question est fondamentale. Donc, dans la continuation de sa réflexion, Guillaume Leblanc décrit quelques caractéristiques de cette vie normale, même si il s'abstient de nous dire c'est qu'une vie normale. Si vous attendez de moi aussi aujourd'hui une réponse à cette question qui aille dans le concret, c'est-à-dire qui vous fasse sortir d'ici en disant si je fais ça, je vis une vie normale, vous serez déçus parce que je ne peux pas répondre à cette question de cette façon-là. Si je l'ai fait, je trahis mon propos. Personne ne peut vous dire c'est qu'une vie normale, et je répète, ce n'est pas parce que chacun est le maître de lui-même, mais c'est parce que pour qu'une vie normale soit possible pour moi, il faut que j'intègre la norme, j'anticipe, je l'expliquerai mieux, j'intègre la norme et je la fasse mienne, et je la restitue avec ma créativité et ma subjectivité, et donc ce n'est pas possible donc, de définir une vie normale en la décrivant comme quelque chose de tout fait. Compte tenu un certain nombre de cadres dans lesquels nous nous trouvons, mais en même temps, ces cadres peuvent tout le temps et doivent tout le temps être déplacés par chacun de nous dans la créativité de son existence. Mais Guillaume Leblanc, tout en étant convaincu de cela, donne quelques lignes caractéristiques. La première correspond au fait que le critère de normalité est toujours lié au contexte dans lequel ce qu'on appelle normal s'inscrit. Et voilà un exemple bien clair. Nous considérons normal le fait de se promener habillé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on soit tous habillés dans la pièce. D'accord ? Mais supposons qu'à la place d'avoir une réunion du CEFOC, on avait une réunion de nudistes. Si je me présente ici avec mon pull et mon écharpe, on va me regarder comme si j'étais anormal. Exactement comme si je m'étais présentée ici, excuse-moi de vous le dire ainsi, mais sans habit. Vous m'aurez regardé, je ne sais pas comment, mais sûrement vous aurez dit, mais ça ne va pas quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Parce que je ne sois pas habillée, c'est anormal, et c'est clair que c'est anormal. Maintenant, si le contexte était différent, si on était des nudistes, ça serait l'inverse. L'anormal serait l'habillé. Et donc voilà ce qu'il nous dit. Donc cela confirme aussi que le jugement de normalité ne peut pas avoir une valeur absolue, mais il est subjectif, c'est-à-dire relatif au contexte et au sujet qu'il expérimente. La seconde caractéristique, et on l'a déjà souligné, mais autant repasser dessus, c'est que ce jugement est toujours présent, quoi que nous fassions. On l'a vu tantôt, donc je ne vais pas trop m'allonger sur ça. Nous disons à longueur de journée, c'est normal. Et derrière ce c'est normal, en disant c'est normal, nous pratiquons un jugement qui est un jugement de normalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prononçons c'est normal, nous faisons référence à ce que nous considérons comme étant la normalité. Donc, la référence à la norme, autrement dit, est ce qui nous accompagne tout le temps. Parfois, on rencontre des gens qui disent « à moi, les normes, je suis réfractaire aux normes ». Mais en réalité, c'est impossible de se défaire de la norme. C'est ça que je veux dire. La deuxième caractéristique de ce jugement, c'est que c'est impossible de se défaire de la norme. Exactement comme c'est impossible, je l'apprends à mes étudiants en droit, de se défaire du jugement, parce que nous sommes des êtres de discernement, et chaque fois que nous agissons, nous avons consciemment ou inconsciemment prononcé un jugement. Notre action est le résultat d'un jugement que nous avons prononcé, parce que nous sommes des êtres de discernement. Nos choix sont tous des discernements. Donc nos actions qui nous conduisent à faire ceci ou cela sont toutes déterminées par un jugement. Eh bien, dans ce jugement est inscrit cette référence au normatif qui nous constitue au plus profond de nous-mêmes.
Nous ne pouvons pas nous défaire des normes. Et ça, c'est l'autre caractéristique qui est fondamentale et qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que c'est si important de s'interroger sur ce qu'est une vie normale. Parce que nous ne pouvons pas nous défaire de la norme. Même si on le veut, on ne peut pas. Et Guillaume Leblanc dit ceci, « La quête de normalité se joue en miroir. Je me désire m'assurer de la normalité de mon existence en cherchant des signes de celle-ci dans l'estime qu'autrui a de moi, mais aussi en attribuant à autrui des erreurs, des ratés dont je peux me délester par là même. La normalité est intimement liée à la reconnaissance. » Et c'est une des raisons pour lesquelles la norme nous constitue. Les désirs de normalité et comme les désirs de reconnaissance, tous deux font partie de notre mode d'exister. Nous ne pouvons pas vivre sans cela. Et donc, d'où aussi notre tendance naturelle à vouloir sanctionner celui qui est hors norme. C'est un instinct naturel parce que nous sentons, nous reconnaissons, donc il y a quelque chose de bon dans le fait de dire, de vouloir sanctionner celui qui est hors norme, de l'attraper et dire non, ça ne va pas. Parce que nous savons que cette référence à la norme nous constitue, nous avons besoin de la reconnaissance d'autrui pour subsister. Et donc, voilà, c'est là, malheureusement, engendre de la violence. Hein, mais là aussi, si nous comprenons vraiment les lieux de l'engendrement de cette violence, nous comprenons mieux aussi comment éviter que la violence ne s'exprime. Et donc, ces deux caractéristiques qui sont listées ici disent davantage les raisons pour lesquelles la référence au jugement de normalité est inévitable. Cette référence correspond, dit Guillaume Leblanc, à une donnée anthropologique fondamentale de la vie commune. Et il ajoute, expression assez intéressante, se passer de ce jugement, ou dire qu'on peut se passer de ce jugement, dit-il, n'aurait pas beaucoup plus de sens que de décréter que les nuages sont de trop dans le ciel. Donc, vous ne pouvez pas retirer le nuage du ciel. Vous retirez le nuage du ciel, ça veut dire qu'il n'y a plus d'atmosphère, et donc c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, voilà, c'est ça, en fait, la référence au normatif. Si la norme nous constitue à ce point-là, on pourrait, dit-il, au moins se poser deux questions. Alors, ce jugement de normalité est incontournable. Donc, en répondant à ces deux questions, vous verrez qu'on va comprendre davantage pourquoi ce jugement de normalité est incontournable pour nous tous. Alors, si ce jugement est incontournable, est-ce qu'il faut vraiment les formuler tout le temps? Est-ce que vraiment c'est vrai que ce jugement nous accompagne tout le temps? Est-ce que vraiment la référence à la norme, on ne pourrait pas de temps en temps la laisser de côté? Et puis, deuxième question, ne devrait-on pas alors vérifier s'il n'y a pas dans ce jugement une référence implicite à un étalon de normalité qui pose problème? C'est un peu ce que vous vous êtes posé comme question dans vos ateliers. Est-ce qu'il n'y a pas là un étalon de normalité qui pose problème? Problème à la liberté, problème à la démocratie, problème à la justice. Est-ce qu'on n'a pas imposé une normalité qui posait problème? Et donc, en répondant à ces deux questions, Guillaume Leblanc va pouvoir en dire plus, va nous dire plus, et nous pouvons davantage comprendre ce que normalité signifie. Alors, première question, est-ce que vraiment ce jugement de normalité doit nous accompagner constamment? Est-ce que vraiment nous ne pourrions pas, à certains moments, ne pas faire référence aux normes? Est-ce que ça ne serait pas possible, dans certaines circonstances, pour éviter d'exclure, par exemple, ou de s'exclure ou d'être exclu, ne pas se référer aux normes? Alors, c'est ici qu'on va comprendre davantage les liens intrinsèques entre nous et la normativité, la norme. Si le jugement de normalité est toujours présent en nous, quoi que nous fassions, c'est parce qu'il est l'effet même des normes par lesquelles chaque individu et donc chaque société accède à la conscience de soi et devient le sujet qu'il est. En fait, toute vie, quelle qu'elle soit, toute vie humaine,
ne peut se développer que dans les cadres d'une dépendance à l'ensemble des pouvoirs qui caractérisent une société et qui s'expriment à travers les normes. Et c'est là depuis la petite enfance. C'est un fait. Mais puisque, et c'est ça qui est fort important à comprendre, puisque donc, nous ne pouvons pas nous constituer comme nous sommes indépendamment de notre dépendance au contexte sociétal. Et donc, cette autonomie qui nous habite nous donne la force de nous opposer constamment à la norme. Et c'est justement là qu'il s'est créé un dynamisme entre l'acceptation, l'intégration de la norme et le refus de la norme. Et c'est là où se joue la créativité. Ce dynamisme est le dynamisme même de la vie et de la construction d'un sujet qui est un sujet authentique, un sujet, j'oserais dire, libre. Voilà où est la liberté. La liberté, ce n'est pas de se défaire des normes et de dire « au diable ce qu'on me demande de faire, je fais ce que je veux ». La liberté, c'est de se tenir dans cette tension entre le désir de la norme et le rejet de la norme. Désir de la norme parce que cela nous construit, rejet de la norme parce que pour me construire, j'ai besoin aussi de devenir autonome, c'est-à-dire autonomie, être à moi-même, de l'intérieur de moi-même, ma propre norme. Et vous voyez bien qu'il y a un conflit entre ces deux situations, mais ce conflit ne peut être résolu que dans l'équilibre, dans la tension, comme un funambule qui marche sur un fil. Son secret, comment est-ce qu'il tient sur les fils? C'est l'équilibre. Tout son entraînement, c'est de garder l'équilibre sur les fils. C'est paradoxal qu'il tienne sur un fil, avec son poids corporel sur un fil. Et pourtant, il parvient. Et comment? En jouant et en travaillant sur l'équilibre. Et cet équilibre est ce qui le tient et qui lui fait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, en fait, la vie. Et c'est ça que nous ne pouvons pas nous défaire des normes. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aspirer à notre autonomie. Mais quand on considère que notre liberté individuelle doit être une liberté absolue, là, on perd de vue cette nécessité d'être dans la norme. Et en même temps, lorsque nous restons intégrés dans la norme comme si c'était une norme qui vient de l'extérieur et que nous n'intégrons pas, si nous ne faisons pas ce travail du funambule qui tient à l'équilibre, alors nous devenons assujettis à la norme. Et alors là, cette normalité nous étouffe. Et c'est cette normalité-là qu'il faut refuser. Cette normalité d'une norme qui n'est plus travaillée par les sujets pour pouvoir être déplacée constamment dans cette tension constante entre désir de la norme et rejet de la norme. Donc, j'ai avancé. Voilà, je vous lis cet extrait parce que c'est significatif. Voilà quel est le point où l'équilibre peut se rompre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cet équilibre n'est plus tenu? Et en tout cas, voilà ce qui se passe dans la complexité de nos existences où nous pataugeons toujours un peu et nous sommes toujours un peu dans les pathologiques pour rester dans le thème. Donc, Guillaume Leblanc dit, voilà, quelle est la difficulté à laquelle nous sommes constamment confrontés. Alors, c'est ainsi qu'une femme, dit-il, donne comme exemple, pourra sincèrement désirer être elle-même en se confiant à la chirurgie esthétique,
pour gommer quoi? Une vieillesse du corps qui lui semble être en contradiction avec la jeunesse de son esprit. Hein? Donc, c'est un désir d'autonomie légitime. Sans savoir et sans voir, voilà les pièges, que cette revendication à soi, donc d'être toujours jeune, par exemple, pour correspondre à sa jeunesse d'esprit, masque quoi? Le travail que les normes ont fait en elles-mêmes, hein, pour lui faire comprendre que être jeune dans un corps de femme, c'est être d'une certaine manière. Avoir des gros seins, ou bien, enfin, des seins musclés, ou je ne sais pas, un visage sans rides, les cheveux non blancs, par exemple, et ainsi de suite, parce que ça, c'est signe que j'ai vieilli, et ainsi de suite. Et donc, il y a un travail de normes, mais il ne faut pas culpabiliser. Ce travail de normes est normal, je veux dire, c'est un travail, mais il faut pouvoir en être conscient pour... On peut dire, voilà, mais moi, je veux continuer, je n'aime pas les cheveux blancs, donc je ne veux pas les cheveux blancs, mais c'est un travail assumé. Et donc, ce n'est pas parce que je me soumets à la norme qui fait qu'une femme avec des cheveux blancs est considérée comme une femme âgée et donc, voilà, considérée comme inutile, par exemple, et ainsi de suite. Voilà, mais donc, il y a tout un travail à faire. Donc, si la référence à la norme construit chacune de nos subjectivités en profondeur, hein, parce que ces normes sont à l'origine de notre vie psychique, hein, nous travaillent notre représentation, comme le cas de cette femme le montre. Nous devons aussi pouvoir, et cela depuis la petite enfance, hein, donc finalement, nous devons aussi pouvoir être conscients de cela et pouvoir être conscients que notre désir d'autonomie va nous déplacer par rapport à cette norme et nous faire aller plus loin. Alors, je vais sauter 2 textes. Ce n'est pas... Oui, mais j'arrive presque à la conclusion, donc c'est pour ça que je saute des parties. Alors, deuxième question, hein, vous vous souvenez, c'était est-ce que cet étalon de normalité, est-ce que le fait, si on ne peut pas se défaire du jugement de normalité, est-ce qu'il y a un étalon de normalité qui poserait problème? Alors, à partir de ce qu'on vient de dire, si je me suis exprimée suffisamment clairement, on peut répondre à la question par oui et par non. Alors, cet étalon de normalité pose problème, on pourrait répondre non, si on reconnaît que la norme constitue le seul cadre qui permet au sujet d'advenir à lui-même, comme on vient de dire. Donc, Guillaume Leblanc dit, finalement, dans cet équilibre entre l'accueil de la norme et le rejet de la norme, nous formulons nous-mêmes, dans nos existences, des régulations propres, il les appelle ainsi, en trouvant cet équilibre, comme les funambules, hein, les funambules sur la corde, un funambule, il avance, pas tellement parce qu'il veut aller d'un point à l'autre, mais c'est parce que si soudainement il arrête de bouger, il tombe. Donc le seul moyen de garder l'équilibre sur le fil pour un funambule, c'est d'être en perpétuel mouvement. Donc c'est ça qu'il trouve à tout moment, les régulations propres qui lui permettent de garder l'équilibre entre ces deux tensions. Et donc à nous aussi de garder l'équilibre et donc de vivre une normalité qui est consciente à la fois de l'inscription de la norme et de la nécessité de la transgresser perpétuellement. Mais on peut dire que cela pose problème dans la mesure où l'équilibre, dans la mesure où on ne reconnaît pas que l'équilibre ainsi trouvé est extrêmement vulnérable. Reprenons l'exemple du funambule, cet équilibre est précaire. Cet équilibre n'est pas un équilibre qui peut dire j'ai l'équilibre maintenant et j'avance mon pied et je l'aurai encore quand je mets les pieds. Il faut qu'il le recherche à tout moment. Et donc, cet équilibre est continuellement exposé au risque de grippage. Et pour un funambule, le grippage, c'est l'immobilisme et paf, il tombe. Et pour nous, le grippage, c'est devenir assujetti à la norme, c'est-à-dire devenir normal
au sens de devenir des personnes ou des êtres rigidifiés, qui sont peut-être exclus par la norme en vigueur dans la société, supposons qu'une vie réussie est une vie de quelqu'un qui peut prendre l'avion toutes les vacances pour partir au soleil, hein. Et puisque nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas les moyens de le faire, nous nous sentons exclus d'une vie réussie. Voilà, si on se rigidifie dans ce type de normativité, eh bien, ce n'est pas c'est pas difficile à un moment donné de tomber dans la dépression, de se sentir exclu de la vie normale. Alors que qui a dit que la vie normale est la vie de celui qui peut partir au soleil toutes les vacances, ou faire le tour du monde, ou un mini-trip, ou faire les vacances. Hein, peut-être que chacun de vous a entendu un jour un de ses enfants lui dire « mais nous, on ne fait jamais de longs voyages. Hein, tu ne m'as jamais amené aux Amériques, mais mes copains ils vont à skier chaque hiver. Hein. » Eh bien, voilà la manière rigidifiée de rester dans les normes. Et si la réponse que nous apportons à notre enfant, enfin c'est un exemple, mais qui n'a pas vécu ça, hein? Moi, oui, en tout cas. Hein? Si nous nous déprimons parce que nous disons « oh mince, je ne peux pas offrir à mes enfants ce qui tout le monde a et qui est normal », voilà, c'est fini pour lui et pour nous. Alors qu'on peut, les régulations propres, retrouvons l'équilibre et essayons de reconstruire, mais qu'est-ce qui est là, normal, hein? Et voilà, sortons de cette rigidification de la norme. Donc, problématique est la rigidification, pas la normativité. Donc, une vie normale qui nous étouffe, et j'arrive à la conclusion de mon propos, et donc une vie normale qui est sans doute étouffante, pas parce que la norme nous est imposée, pas parce que la société est injuste, mais parce que d'abord, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre l'injustice, hein. Il y a des normes injustes, hein. Il y a une normativité qui, finalement, est injuste. Hein. Je viens de donner l'exemple, mais aussi pour dire que le fait de penser comme ça au niveau de la société est injuste. Il faut lutter contre cette injustice-là, mais en même temps, le premier point qui me semble pouvoir nous faire bouger, c'est de nous rendre compte que si la norme nous étouffe, c'est d'abord notre responsabilité. C'est nous qui nous laissons étouffer. Et donc, la première chose à faire, c'est nous de dire par rapport à une normalité étouffante contre laquelle j'ai réagi disant « c'est pas normal hein, », c'est à se demander est-ce que c'est pas moi qui suis en train de m'étouffer? Est-ce que je ne suis pas libre, pas parce qu'on m'impose des choses, mais je ne suis pas libre parce que je ne vis pas de cette liberté intérieure qui, pourtant, et qui est de ma responsabilité. Donc moi, ça m'énerve un peu quand j'entends dire aujourd'hui, même au milieu de cette crise sanitaire, « ah, on nous empêche de vivre ». En fait, celui qui empêche de vivre réellement, c'est soi. C'est nous qui nous mettons dans la condition de ne pas pouvoir vivre sous contrainte. Alors, on ne nous a pas emprisonnés, que je sache. Hein? On nous a confinés, d'accord. Alors, il faut se révolter contre des gens qui ont vécu une solitude mortelle. Et donc, ces gens-là, peut-être que notre régulation propre aurait dû déplacer la norme pour dire « je vais quand même aller visiter mon voisin qui est en train de pourrir tout seul dans sa chambre ». Mais en soi, que des gens qui ne se sentent pas libres parce qu'ils n'ont pas pu partir en vacances à la Toussaint, eh bien, moi, ça me révolte, franchement. Là, c'est une question de liberté et de dimension et de responsabilité intérieure. Ce n'est pas là une vie anormale, disons. Enfin, mais donc, pour terminer, cette rigidification, dit Guillaume Leblanc, est au fond, cette rigidification dit ce que l'homme normal qu'il critique exprime. Hein. C'est cet homme normal-là, comme un idéal d'une vie toute faite, préconçue, qui n'existe pas, qui est à critiquer. Parce qu'il n'existe pas l'idéal d'une vie dans laquelle... qui serait toute faite, préconçue, et aussi une vie dans laquelle qu'on pourrait considérer comme la vie idéale pour tous, où cette normalité pourrait fonctionner pour tous. Comme si nous n'avions pas
à faire l'effort de trouver nous-mêmes ces régulations propres qui nous permettent de garder l'équilibre. Et donc, il parle de l'homme normal comme un idéal qui est un fantasme, créé par nos propres rêves, mais qui est finalement une abstraction. Et donc, poursuivre un idéal de vie normale comme c'était une vie toute faite est vraiment une abstraction qui nous détourne du but. Et d'ailleurs, il dit aussi, cette normalité, quand on est bloqué et rigidifié dans la recherche de la normalité, généralement, on commence à penser que la normalité est le but de la vie. Chercher cet idéal de vie normale serait le but de notre existence. Celui qui est rigidifié dans l'idée que la vie normale est une vie confortable, par exemple, où on peut partir skier, pour revenir sur l'exemple, eh bien, il est tellement rigidifié dans cet idéal que finalement, il fait de cela le but de sa vie. Ou bien, pour reprendre l'exemple du départ, celui qui pense que la vie normale est posséder des choses, il économise pour s'acheter une TV, pour s'acheter une voiture, et pour montrer que lui aussi, il a une TV, il a une voiture, et pour cela, il s'est appauvri à tous les niveaux. Donc voilà, cet idéal, c'est quand la normalité devient le but de l'existence, alors il y a des chances que nous sommes entrés dans cette forme de rigidification de la vie normale qui nous étouffe. Et donc, voilà, je vais sauter je vais vous donner, si vous voulez, les PowerPoint avec les textes comme ça. Mais donc, il insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas la normalité qui est vide d'essence, mais lorsque elle est prise comme le but de la vie, elle souligne une vie qui a déserté les désirs créateurs au profit des désirs reproducteurs. Elle n'est plus capable de créer des régulations propres, donc de se déplacer par rapport à la norme, mais la reproduit d'une façon plate et cela l'étouffe. Alors, j'arrive à ma conclusion et qui est... je vais vous dire ça. Donc, j'arrive à ma conclusion qui est le troisième point, qui va être plus rapide. Mais je vais juste dire ceci. Qui a affaire avec et qui donc va nous dire comment agir. Alors, au fond, la normalité, la vraie, celle qui construit les sujets que nous sommes, doit être identifiée donc avec cet équilibre précaire engendré par la tension inévitable entre mon désir de la norme et mon rejet de celle-ci. Et cette normalité, on vient de le voir, je reprends, n'a rien d'évident, ni de normatif au sens figé. Donc, au fond, qu'est-ce que nous pouvons faire, donc, dans quel sens pouvons-nous alors tendre vers une normalité qui est ce type de normalité-là? Qu'est-ce que nous devons éviter? Qu'est-ce que nous devons, en agissant, comment est-ce que nous pouvons entrer dans cette normalité qui est salutaire pour notre vie, donc qui correspond à notre désir de normalité tel que nous l'avons décrit, qui est inévitable pour nous? Comment tenir dans ce rapport à la norme qui est un rapport sain? Alors ici, je vais faire référence aussi à une autre position d'un autre philosophe, cette fois-ci un philosophe italien, qui dit que notre manière de vivre aujourd'hui, lorsque nous nous rigidifions dans cette normalité, c'est que nous cherchons, par cette normalité, à nous protéger de tout risque. C'est comme le funambule qui, finalement, s'assure pour éviter de tomber. Alors, bon, c'est clair que c'est bien, il ne va pas mourir. Mais nous, voir un funambule qui marche sur un fil, mais qui est soutenu de tous les côtés par des protections, ça ne nous intéresse pas. C'est étouffant. Voilà l'image de la protection. Or, nous vivons dans une période qui s'assure. Je ne suis pas contre les assurances. Et surtout, maintenant, on a bien vu à quoi que l'assurance
est important dans certaines circonstances. Mais lorsque cette protection est exagérée par rapport à la vie, et lorsque cette protection est le signe de ce désir, de cette rigidification qui fait que la seule chose qui compte pour nous est de nous protéger du risque, alors cela nous étouffe. L'armure peut aider les soldats à ne pas être blessés, mais si je mets l'armure parce que, comme geste barrière, parce que j'ai peur d'attraper la Covid, ça semble un peu bizarre comme attitude. C'est une attitude exagérée qui m'étouffe. Et finalement, la protection qu'on met entre nous et les risques est aussi une protection qui empêche la vie de pouvoir se reproduire. La vie se reproduit par contact. La protection élimine les contacts et on l'a dit assez pendant la pandémie, les masques, le fait qu'on ne pouvait pas se donner la main, etc., nous a éloignés les uns des autres. En fait, les protections, quand elles sont nécessaires, ok, mais les protections peuvent, quand elles sont l'expression d'une peur de prendre les risques, les protections nous étouffent. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, et je crois qu'en ce sens, la pandémie nous fait réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons agir? De quelle normalité rêvons-nous aujourd'hui, après et dans la pandémie? Eh bien, je pense que ce que nous pouvons faire, ça va aller très vite, ma conclusion, en premier lieu, c'est de prendre conscience de ce qu'est normal veut dire, de la nécessité pour nous-mêmes de rester, de tenir dans cet équilibre entre le désir de la norme et les salutaires rejets de la norme, sans éliminer ni un pôle ni l'autre, et de tout faire pour que nous puissions constamment être conscients à chaque moment de notre existence de la nécessité de nous tenir dans cet équilibre précaire. Autrement dit, que nous n'ayons pas peur, outre mesure, de reconnaître notre vulnérabilité, les risques que cette position nous fait courir, comme les funambules, et à la place de nous protéger du risque, que nous augmentions notre capacité de nous tenir en équilibre. Donc, que nous fassions l'exercice du funambule. Et je pense que c'est aussi le travail, ça peut paraître un peu abstrait ce que je dis, mais c'est aussi le travail que nous pouvons faire auprès des personnes qui sont véritablement exclues de la société, leur faire prendre conscience de cette normalité et donc que leur anormalité telle qu'elle est vue par la société n'en est pas une, tout en les aidant évidemment concrètement pour surmonter leurs difficultés, mais les aider à prendre conscience de ce qu'est cette normalité, cette vie normale, et prendre aussi et devenir capable à leur tour, dans la situation qu'est la leur, de tenir dans cet équilibre entre les désirs de la norme et les rejets de la norme. Leur faire prendre cette conscience de la nécessité pour eux aussi, la norme les construit autant que nous, mais il faut aussi pouvoir se défaire de la norme. Et je crois, et c'est mon dernier mot, que le travail que vous faites au CEFOC est en ce sens-là un travail dans l'ombre, mais un travail très important pour la société. Vous ne serez peut-être jamais reconnu, vous n'aurez pas le prix du roi Philippe, vous n'aurez pas la couronne de l'ordre, non, comment c'est oui, c'est celle que la plus haute distinction qu'Angela Merkel a reçue hier de la part du roi. J'en suis très, très contente pour elle. Non, vous ne l'aurez pas. C'est pas, mais ce n'est pas pour autant que votre travail sera moins important de celui que, à son niveau, Angela Merkel a fait pendant ses 14 ans, plus 16 ans de règne. Donc, vraiment, je pense que ce travail de faire prendre conscience aux gens de la vraie normalité est un travail qui vous incombe, d'abord sur vous-même, et puis parce que vous aidez d'autres, et ce travail est un travail réellement citoyen qui construit une société pacifiée et une société plus juste à terme, tout en gardant la nécessaire révolte par rapport aux normes lorsqu'elles sont injustes, mais tout en évitant des violences qui ne font que défaire, en fait, et qui ne construisent pas.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci Laura. Je pense que, moi qui viens de l'enseignement catholique, je pense que des cours de philo, il faudrait en secondaire, peut-être même déjà en primaire, mais bon, ça m'a manqué et je vois que de plus en plus ça me manque quand on peut faire de la philo. Et en plus, ça va, je ne suis pas dans la norme des cheveux pas blancs. Ça me rassure aussi. Alors, je vais vous envoyer maintenant, donc on est un petit peu en retard sur le truc, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Quand je vous ai envoyé, c'est resté ici ou peut-être dans le local, mais j'ai peur que les autres ne sortent à la pause, sortir dans le hall pour faire un petit groupe. Mais donc, je vous envoie par groupe de 5. Vous êtes assez grand pour faire et compter jusque 5. Et donc, essayez de désigner un rapporteur qui ramènera une question ou une réaction. Donc 15 minutes, voilà. Donc, vous avez à peu près une idée du travail. Donc 15 minutes de travail en échange. Essayez de bien répartir aussi les échanges, qu'il n'y ait pas non plus quelqu'un qui prenne trop la parole et tout. Donc vous pointez une réaction, donc échangez entre vous et puis revenez en pointant une réaction ou une question qu'on renverra vers Laura. Mais il peut s'agir de quelque chose sur lequel personne n'était d'accord ou sur lequel vous étiez totalement d'accord, ou bien un point qui a fait débat dans le groupe. Voilà, ça peut être ça aussi, dire voilà, nous, on a travaillé cette question-là et on n'est pas d'accord. Voilà. On ne peut pas perdre trop de temps, donc voilà, il est 3h moins 5 jusqu'à 3h10 à peu près. Et puis alors, nous, on va récolter avec... Non, vous gardez vos questions et on fait de la pause de 3h10 à 3h25. Ça va? Donc je vous envoie maintenant à vous de faire 4 groupes de 5 ou peut-être un peu plus, il me semblait que vous étiez peut-être un peu plus nombreux. Vous pouvez vous rassembler aussi par ici ou...